bonjour. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jacques Blandenier. Vous avez été pasteur en paroisse, responsable de la formation d'une fédération d'églises en Suisse et vous êtes enseignant de l'histoire de l'Église et de l'histoire des missions dans différentes facultés de théologie. Et on vous reçoit aujourd'hui pour votre dernier livre sur Martin Bucer. Alors, pour qui n'est pas un spécialiste de l'histoire de la Réforme, Martin Bucer n'est pas le réformateur le plus connu. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'abord pour le présenter? Juste quelques mots, effectivement, parce que Bucer est un illustre inconnu pour la plupart des gens, et c'est très regrettable du reste, mais enfin, c'est comme ça. Bucer est né en 1491, c'est-à-dire que c'est 8 ans après Luther. Il appartient donc encore à la première génération des réformateurs. Il est né en Alsace, à Sélestat, dans une famille de tonneliers, des artisans de niveau assez pauvre. Il a suivi une belle scolarité à Sélestat, ouverte même à l'humanisme. Et puis, à l'âge de 16 ans, il est entré au couvent. Ce n'était pas par vocation, mais c'était le seul lieu où on pouvait, sans argent, continuer. Et après quelques années déçu, il a pu se déplacer à Heidelberg, où il y avait un autre couvent dominicain plus ouvert. Et c'est justement à Heidelberg qu'il va rencontrer Luther lors d'une discussion qui a lieu avec différents ordres religieux en 1518. Et il était enthousiaste. Il a découvert Luther d'une façon qu'il a conquis. Il a pu avoir un entretien avec lui. Et à partir de ce moment-là, et assez rapidement, il est devenu très très proche des idées de Luther. Il était déjà prêtre à ce moment-là. Et il va demander à être délié de ses vœux monastiques, ce qui pouvait se faire facilement puisqu'il n'y avait pas eu de vocation particulièrement. Il n'a pas connu du reste les tourments de Luther au couvent. Et puis en 1522 déjà, il est le premier des réformateurs à s'être marié, une année avant Luther. Voilà. Il va ensuite, évidemment, excommunié en tant que prêtre marié, et il va avoir quelques années d'errance et atterrit à Strasbourg en 1523, qui était un lieu préparé, le terrain était vraiment préparé pour la réforme, notamment grâce au curé de la cathédrale qui s'appelait Tell. Et il va passer ensuite alors les 26 années suivantes de sa vie à Strasbourg. Elle sera expulsée de Strasbourg quand Charles Quint reprendra le contrôle de la ville en 1549 et il aura ses 2 dernières années en Angleterre, à Cambridge, comme enseignant, et il décède en 1551. D'accord, donc un parcours riche et chaotique aussi. Alors, si on parle de sa pensée, quelle est selon vous la contribution de Martin Bucer à la réforme protestante? Alors, Bucer, en un sens, n'a rien de particulier. Il adhère totalement et sans aucune réserve à la doctrine de Luther et de Zwingli, avec le salut par la grâce, la foi comme seul accueil de la part de l'homme. En somme, les trois sola, sola gratia, sola fide, sola scriptura, sont les thèmes majeurs de sa vie. Mais il a une contribution particulière dans 2 domaines qui sont très proches du reste l'un de l'autre. Le premier, c'est une réflexion sur l'Église. Parce que Luther, vacciné par l'institution qui lui avait fait tant souffrir, s'est peu préoccupé en somme d'organisation de l'Église. Et par ailleurs, chez Bucer, il y a toute une dimension éthique, fondée notamment sur l'amour du prochain, qui le caractérise d'une manière très particulière. Et toute sa vie sera orientée vers ce combat, en somme, pour la paix et la réconciliation entre les chrétiens. Alors, dans votre livre, on découvre que Martin Bucer a fait beaucoup d'enseignements dans sa paroisse. Est-ce qu'on peut dire qu'il se dégage une théologie bucérienne ou bien c'est la théologie de Luther, mais avec des arrangements?
Oui, il y avait des nuances qui malheureusement sont disparues lorsqu'il a été expulsé parce que le poste pastoral principal à Strasbourg a été repris par un luthérien pur et dur, parce que les protestants ont quand même pu survivre à Strasbourg. Et en somme, la trace de Bucer s'est quelque peu effacée, d'autant plus que ses écrits n'ont pas eu une grande diffusion. Au XVIe siècle, oui, il était très connu, on disait que c'est un réformateur européen, mais ses écrits sont loin d'avoir la verve, la fougue de Luther, et ils n'auront pas la clarté et le caractère systématique de Calvin. C'est pour ça qu'il a été un peu éclipsé par la suite. Mais sa contribution principale, c'est vraiment dans le domaine de l'Église, où il y a deux ou trois aspects qui vaut la peine de souligner. Alors, si on doit souligner, moi j'ai noté dans le livre notamment la place des différents ministères, si j'ai bien compris. Oui, alors effectivement, Luther, par rapport à Luther, il a le souci d'une part d'église disciplinée, dirait-on, enfin très ordonnée, avec une tentative de purifier cette église qui rassemblait massivement toute la population. Et ça a été causé en partie par son contact fréquent et respectueux avec les anabaptistes. Et en cela, il diffère et de Luther et surtout de Zwingli. Il a accueilli, et Strasbourg a accueilli les anabaptistes, et il a été convaincu par cette vision d'une église disciplinée, d'une église qui ne rassemble pas tout le monde n'importe comment. Mais alors la différence avec les anabaptistes, c'est qu'il a voulu conserver un lien avec l'ensemble de la population. Il n'a pas voulu, on dit qu'il a fait des ecclésiolées, c'est-à-dire des petites églises, dans l'ecclésia, dans la grande église. Non pas à côté ou contre la grande église, mais au sein de l'église. Et alors, la grande église, pour lui, c'était un lieu d'évangélisation. Et alors, dans l'Église d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut tirer de l'enseignement de Martin Bucer et qui pourrait servir encore dans l'Église d'aujourd'hui? C'est cette histoire, par exemple, de petits groupes à l'intérieur de l'Église même? Oui, c'est une chose, mais bien sûr que le contexte du XXIe siècle est tellement différent de celui du XVIe siècle qu'on ne peut pas plaquer un sans autre. On pourrait dire aujourd'hui beaucoup de paroisses sont des ecclésiolées, sont des petites églises déjà elles-mêmes, à cause de la déchristianisation, de la sécularisation, etc. Mais il y a quand même un élément qui est, je crois, riche à souligner, c'est que Bucer, et en cela il a enseigné Calvin, c'est qu'il a discerné dans l'écriture 4 ministères qui sont indispensables. C'est le docteur, celui qui enseigne, mais à tous les niveaux, aussi bien le catéchisme, l'école primaire, que la théologie. Et ensuite, le pasteur, c'est-à-dire le berger du troupeau, celui qui s'occupe personnellement de chacun et qui l'édifie. Ensuite, le ministère de diacre, qui avait été abandonné dans l'Église depuis plus de 1000 ans et qu'il veut réintroduire parce qu'il a une grande sensibilité à l'égard de la situation des pauvres et notamment des réfugiés nombreux qui venaient à Strasbourg où ils étaient mieux accueillis que dans d'autres villes. Et enfin, le 4e ministère, c'est celui qui met en pratique plus que ne l'a fait Luther, malgré les affirmations claires de Luther, le sacerdoce universel, c'est-à-dire les anciens comme responsables laïques dans l'Église. Donc, 4 ministères. Et Calvin, qui va passer 2 ans à Strasbourg, quand il retournera à Genève, où il avait passé quelques années avant d'être expulsé, va reconstituer l'Église de Genève selon la formule de Bucer, en somme, et les églises réformées doivent beaucoup plus qu'elles ne l'imaginent à Martin Bucer, qui a aussi enrichi leur liturgie, la participation des cantiques, de la musique, etc. Quelles étaient les relations de Martin Bucer avec les autres réformateurs? Alors au début, comme je l'ai dit, il était enthousiaste à l'égard de Luther, et Luther a été très surpris en bien en découvrant ce jeune dominicain qui adhérait à ses thèses. Par la suite, parce que Bucer, dans son souci d'unité, a même tendu des mains vers l'aile la plus évangélique des catholiques et a tenté, en somme, à peine 20 ans après la Réforme,
de dire est-ce qu'on ne pourrait pas reconstituer une seule église. Pour lui, ce n'était pas irréversible. Maintenant, après 5 siècles, c'est pas la même chose. Mais alors là, Luther, qui est l'homme du tout ou rien, était très fâché contre lui. Quant à Calvin, il a toujours considéré Bucer comme son professeur, comme son mentor, et il a un immense respect pour lui, parce que Calvin était quand même 18 ans plus jeune que Bucer, et quand il a commencé son ministère, il n'avait pas d'expérience de pasteur et de vie d'église, et il a tout appris à Strasbourg durant ses 2 ans et demi d'exil à Strasbourg avant de retourner à Genève. Alors, une dernière question. Martin Bucer a été un peu mis aux oubliettes, on peut dire, hein, parce que par rapport à d'autres grands personnages de cette époque, c'est vrai que ces textes ne sont pas les plus connus. Comment vous avez fait pour faire vos recherches? Vous avez quand même pu trouver des textes qui sont encore disponibles? Alors, je reconnais humblement que j'ai fait un travail de seconde main, dans le sens où je n'ai pas été à Strasbourg pour fouiller dans les archives de l'État, dans ses relations avec l'État. Je n'ai pas eu accès à ces textes écrits en latin ou en vieil allemand. J'ai quand même consulté la revue théologique de Strasbourg parce qu'il y avait pas mal d'articles intéressants sur lui. Et j'ai une grande dette de reconnaissance vis-à-vis du doyen Henri Stroll, décédé aujourd'hui, qui était un grand admirateur de Luther, et puis vis-à-vis de Gottfried Amann, qui a écrit un livre justement sur la notion de la petite église dans la grande, et Martin Gréchat aussi, qui a écrit une superbe biographie de Martin Bucer. Mais c'est en français, il n'y a presque rien. Pratiquement, je n'ai eu accès que à ces livres-là. Donc, c'est là que je reconnais que mon travail n'est pas une recherche originale, disons, mais j'ai voulu essayer de ramener à une dimension accessible au grand public ce que d'autres ont pu trouver à ce sujet de Bucer, et parce que je crois qu'il vaut la peine qu'il soit entendu aujourd'hui. Il y a quelque chose à dire aux églises aujourd'hui, surtout sur cette notion de paix, de réconciliation, d'amour du prochain, d'importance de l'éthique. Alors, je vous remercie beaucoup. Dans ce livre donc, de Jacques Blandenier, vous trouverez vraiment un voyage passionnant au temps de la Réforme. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vous découvrirez donc non seulement les idées de Martin Bucer, mais aussi la vie, hein, des échanges et des relations entre… Oui. Et des combats qu'il a menés. Oui, et les Oui. combats qui sont menés. Donc, toujours pour réconcilier. voilà, donc moi, je vous recommande vivement ce livre de Jacques Blandenier sur Martin Bucer. Je vous remercie, Jacques Blandenier. Merci.